Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan, animée ce dimanche par Florian Day et Sasa et François-Xavier Boulet. Alors, de quoi parlez-vous aujourd'hui ? Eh bien, moi, je vais parler de vieilles pierres, pour changer. Après une statue découverte dans le ventre d'une autre la semaine dernière, aujourd'hui, ce sera un bâtiment découvert Dans un autre ? dans le ventre d'un autre. D'accord, mais on a hâte de découvrir cela. Alors moi, je vais vous présenter le nouvel épisode de la saga sur les sièges prioritaires dans les transports en commun à Taïwan. D'accord, ça c'est une saga, j'ai l'impression, à l'infini. Hein. Ah ouais, c'est un feuilleton... ouais, je pense qu'il y aura encore une suite. D'accord. Et moi, je vous parlerai d'une confiture autochtone primée à Londres. Waouh, ouais, Voilà. c'est ce que je préfère. Du coup, j'avais rebaptisé dans mon fichier, parce que je ne peux pas mettre ça sur le site, non pas on en parle à Taïwan, mais on en salive à Taïwan cette semaine. On en salive dans le studio. On pourra en rêver, quoi, c'est ça. Et oui. Alors, on commence par le bâtiment qui en cache un autre. Allez, d'accord. Donc, en fait, c'est une structure en pierre qui a été découverte samedi dernier par des équipes chargées de démolir un ancien bâtiment en tôle dans le centre de la ville de Taichung. En fait, donc c'était un bâtiment qui était abandonné depuis assez longtemps, dont le propriétaire habite au Canada. Et donc, voilà, il y avait une vieille clôture en tôle et puis un toit, mais c'était devenu assez branlant. Et donc, les voisins trouvaient que c'était une structure qui était devenue dangereuse. Et puis, d'autres se plaignaient aussi de la prolifération de moustiques. Il y avait peut-être des endroits avec des récipients pleins d'eau. Et donc, voilà, la municipalité a décidé de détruire cette structure abandonnée. D'accord. Et en fait, à l'intérieur, eh bien, il y avait un bâtiment en pierre dont ils pensent qu'il date de la période coloniale japonaise. Belle surprise. Voilà, donc c'était assez inattendu. Du coup, c'était juste le toit qui recouvrait et qui cachait ce vestige. Voilà, c'est ça, il y avait un toit et puis des murs d'enceinte. D'accord. Mais ça ressemble vraiment à ces vieilles baraques en tôle qu'on voit assez souvent dans les centres-villes, avant que ce soit en travaux et puis remplacé par un immeuble de 15 étages tout brillant. D'accord. Voilà, et donc en fait, le petit bâtiment qui a été découvert a suscité pas mal d'interrogations sur ce que c'était. Donc des photos en ont été publiées sur un groupe Facebook qui s'appelle Souvenirs du Vieux Taichung pour voir si des personnes avaient une idée un petit peu de ce que c'était. Donc c'est un bâtiment avec une façade carrée et une coupole au-dessus avec le symbole de la swastika qui est visible au-dessus de la porte. D'accord. Donc comme la croix gammée mais qui tourne dans l'autre sens, version bouddhiste, qui n'a rien à voir avec le nazisme. On précise quand même. Voilà. Mais voilà, donc Li Zhifu, qui est directeur du bureau du patrimoine culturel de Taichung, a déclaré lors d'une conférence de presse que les travaux de démolition ont donc été interrompus. Voilà, c'est dans la section 2 de la rue Ziyou au centre-ville de Taichung, parce qu'il se doute que c'est probablement un bâtiment d'importance historique. Et voilà, il pense que c'est un bâtiment qui vient d'un temple ancien qui a été reconstruit après la guerre. Mais ils ne sont pas très sûrs encore de l'utilisation précise de ce bâtiment, ni de la date de reconstruction. Donc il y aura besoin d'études supplémentaires. Certains pensent qu'il s'agissait peut-être d'un petit crématorium ou d'un sanctuaire. Donc il y a une partie de la structure qui est en béton aussi, et ils pensent qu'il y avait une fonction religieuse au moins, qui avait été probablement donc un bâtiment construit par les bouddhistes. Et en se référant à d'anciennes cartes de Taichung, certains pensent que cette structure faisait partie du temple Rongcheng. Donc selon M. Gluck, Goluk, qui est un historien local, le site se trouve juste à côté de l'ancien emplacement du temple qui date de la période coloniale japonaise, appelé Gokokuzan Taijuji, donc temple de la montagne de protection de la montagne nationale de Taichung. Et en fait, c'est un temple qui a été démoli depuis longtemps pour faire place à des habitations, mais qui a été construit dans les années 1900
Donc la partie principale en 1910 et puis des bâtiments annexes qui ont été ensuite construits progressivement autour. D'accord. Et donc il supposait déjà depuis un certain temps qu'il y avait d'autres bâtiments qui n'avaient pas encore été découverts dans la zone, donc comme celui-ci en fait. Et cette démolition aurait permis de mettre à jour ce qui semble être un des bâtiments annexes de ce temple donc, de l'époque japonaise. Donc ça devait être un grand complexe à la base alors, ce temple. Probablement, oui, c'est ça. D'accord. Et... Du coup, les travaux sont suspendus pour protéger et essayer de retrouver un peu, non pas comme des fouilles archéologiques, mais presque quoi, au niveau de ce patrimoine, essayer de mieux comprendre ce complexe, c'est ça? C'est ça, parce que bon, pour l'instant, c'est pas encore sûr que ce soit un bâtiment avec cette valeur historique, ce sont des suppositions. Des anciens du quartier affirment aussi que les bâtiments auraient pu servir à stocker des reliques ou des cendres funéraires. Donc, il y a un petit peu ces suppositions-là, mais c'est encore à confirmer. Et donc, les travaux sont suspendus le temps que la ville mène son enquête et en attente d'une décision du Bureau de la Culture. Ils disent aussi que c'est possible que si ce bâtiment est jugé monument historique, il soit ensuite déplacé pour pouvoir être protégé et sorti un petit peu de cette propriété privée. Oui. Voilà, de quelqu'un qui n'habite pas à Taïwan. Donc c'est pour l'instant mis sur pause, le temps de voir un petit peu qu'est-ce que c'est et puis comment est-ce que c'est classé ou pas et puis qu'est-ce qu'on en fait. D'accord. Donc ça sera probablement aussi un dossier à suivre. Et sans doute un peu long au niveau de toutes ces tractations, qu'elles soient administratives, qu'elles soient du patrimoine ou pas, du reste, et avec le propriétaire, puisque si c'est un terrain privé, ça complique généralement ce genre de tâches. Voilà, et donc si c'est quelqu'un qui n'habite plus à Taïwan depuis de nombreuses années... Ça simplifie pas. Voilà, c'est clair. il y aura probablement des nouvelles, au moins quand ils sauront un peu mieux qu'est-ce que c'est, à quoi servait ce bâtiment, et puis est-ce qu'il est protégé ou bien est-ce qu'il est détruit, ça va être une première décision à prendre. Oui. Et puis après, s'il est protégé, qu'est-ce qui en est fait, ça viendra dans un second temps. Voilà. Mais voilà donc pour une petite surprise qui a été révélée dans le ventre de Taichung. Voilà, on suivra avec attention et on vous en tiendra informé dans d'autres émissions dans les mois à venir sur la suite de ce bâtiment. Voilà. D'accord. En parlant de suite, on peut parler du feuilleton. Allons-y, fameux feuilleton. Comme pour un bon feuilleton, il faut d'abord commencer par un récapitulatif des épisodes précédents. Oui. Parce que je suis pas sûre que tout le monde s'en souvient. Je pense que les sièges de la fraternité, ça vous dit quelque chose. Oui. Les Boaizo. Voilà, les jolis sièges prioritaires. Qui sont effectivement de couleurs différentes dans les transports en commun et qui constituent au moins 15% des sièges selon la loi à Taïwan. Alors, Meg en avait déjà parlé On en parle à Taïwan l'année dernière, je crois il y a tout juste 1 an en fait, au mois de juin. Oui. Elle avait traduit Boaizo par les sièges de la fraternité. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je pense plutôt à une traduction littérale, mais je dis plutôt... ça me fait plutôt penser à l'amour universel, en fait. Boai. Alors, oui, c'est selon de quelle culture on parle, parce qu'effectivement, je pense que Boai, c'est aussi la traduction qui a été choisie en chinois pour le fraternité de la devise française, liberté, égalité, fraternité. Ouais, tout à fait. Mais... à Taïwan, ça fait référence à autre chose. Tout à fait. Mais on va pas les appeler, pour le moment, quand je vais les présenter, les sièges prioritaires, parce que nous, on aurait envie de les appeler les sièges prioritaires. Je pense que j'avais vu pour aussi une bonne raison. Siège de la compassion. Ah oui, siège de la compassion ou siège de courtoisie, j'ai vu aussi. Oui. Siège de la compassion, ça s'est fait pas mal. Bon, en tout cas, je vais les appeler Boaizo pour l'instant. Et pas encore siège prioritaire parce que vous allez découvrir pourquoi. Peut-être Alors, vous vous souvenez, donc il y a 1 an, la controverse faisait rage. Une controverse survenue après 2 disputes, l'une dans le métro de Taipei et une autre dans le bus à Keelung. Alors, que s'était-il passé ?
eh bien, des personnes ont refusé de céder leur place à des personnes âgées. Il y a un monsieur de 75 ans qui a demandé à un jeune de 29 ans assis sur un boaizo de lui céder la place. Et le jeune a refusé en disant qu'il ne se sentait pas bien. Et ça n'a pas terminé comme ça, parce que le vieux monsieur, ils en sont venus aux mains. Le vieux monsieur ne s'est pas laissé faire, le jeune non plus. Donc oui, c'est devenu presque violent. Il me semble qu'il y a aussi des incidents où ce sont des personnes tierces qui sont intervenues aussi et puis avec des insultes, et ça dégénère aussi un peu parfois. Ça, c'est sûrement pas que les personnes impliquées qui sont les plus agressives. C'est sûrement des épisodes du feuilleton que j'ai loupés, mais il y en a tellement que... Il y en a presque tous les jours. Voilà. Et donc tout ça n'a pas manqué de relancer la réflexion sur la réglementation en la matière. Alors, on a vraiment constaté, moi-même personnellement, je ne sais pas vous pourrez me dire tout à l'heure, mais une évolution ces dernières années. Notamment, j'ai discuté récemment avec une amie qui était enceinte 2 fois, une fois il y a 3 ans et une fois récemment. Et elle me racontait qu'il y a 3 ans, les gens lui cédaient la place dans le métro de Taipei, sans aucun problème, alors que ce n'était plus le cas récemment. La plupart des personnes, en fait, sont scotchées à leur téléphone, à tel point qu'en fait, ils ne regardent pas s'il y a des personnes âgées ou autres autour. Donc, c'est soit volontaire, soit involontaire, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, elle disait qu'elle ne pouvait plus s'asseoir. Oui, je pense que c'est souvent aussi par manque d'attention envers les personnes autour de soi, plus que de la mauvaise volonté. Parce que j'imagine que si elle demandait, les gens accepteraient plus facilement. Mais je sais aussi qu'il y a parfois des gens qui ont peur de demander pour ne pas déclencher une telle controverse, parce qu'ils ont aussi vu les news. Après, il y en a, c'est pas forcément non plus pour la controverse, c'est tout simplement, ils veulent pas gêner les autres, quoi. Ça fait partie peut-être de leur éducation, de leur manière de vivre en société, c'est ça. De pas vouloir déranger. Mais c'est clair qu'il y a cette évolution aussi, on a l'impression que les gens sont, si on veut les grands termes tout de suite de sociologie, plus individualistes aujourd'hui qu'il y a 10 ans dans la société taïwanaise, quoi. Est-ce que le téléphone portable y joue ou pas ? Peut-être. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, de voir des jeunes, ou même des moins jeunes, plutôt en bonne santé, qui ne laissaient pas leur place. Alors, il n'y avait peut-être pas encore les téléphones portables à la main, mais c'était sous couvert de « je m'endors », donc je n'ai pas vu ce qui se passe à côté. Et je m'endormais juste quand la porte du bus s'ouvrait et que des personnes à mobilité réduite montaient, quoi. Voilà, donc ça me prêtait à sourire. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas si les gens le font exprès ou pas, ou si c'est... involontaire ou par manque tout simplement, soit d'empathie, soit d'éducation aussi. On voit beaucoup de gens qui cèdent leur place aussi spontanément, tout à fait. Et que c'est pas la majorité des cas, parce que depuis tout à l'heure on dit ce qui va pas, mais très souvent on voit aussi des gens se lever, voire dire non, asseyez-vous s'il vous plaît, je vous en prie. Il y a aussi cette rivalité de politesse presque. Mais ce qu'on voit moins, c'est les gens qui restent debout pour ne pas occuper ces sièges prioritaires. C'est vrai qu'avant. Quand je suis arrivée en 2012 à Taïwan pour la première fois, j'ai halluciné parce que, en fait, à l'époque, si je m'asseyais sur un siège boaizo, parce que, en fait, tout simplement, il y avait de la place partout. Et en fait, les gens me regardaient un peu bizarrement. Et j'ai remarqué après qu'il y avait des gens qui, même s'il y avait plein de place, en fait, ils restaient debout pour ne pas s'asseoir sur ces sièges-là. moi, je faisais comme toi, je m'asseyais en me disant, je vais me lever si quelqu'un arrive ou s'il y a besoin de céder la place, quoi. Mais ça, c'est vrai qu'on le voit plus. On le voit plus. Maintenant, tout le monde s'assoit partout. Voilà. Alors, en fait, dans le passé, le métro de Taipei avait mené des campagnes de sensibilisation des usagers. Pour les sensibiliser au fait que les boaizo devaient être laissés non seulement aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux femmes enceintes et aux parents portant des bébés, mais aussi à toute personne souffrant d'un inconfort particulier. Mais le problème, c'est que quand on a mal au ventre ou à la tête, par exemple, c'est souvent invisible à l'œil nu. Et la législation, en revanche, n'avait pas évolué. Et ces boaizo étaient réservés, selon la loi, seulement à 3 catégories de personnes: les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou blessées, et les femmes enceintes ou qui avaient un bébé dans les bras, en fait. Alors que même quand on est enceinte, au début, les premiers mois, ça se voit pas forcément non plus. Ouais, tout à fait. C'est pareil. C'est pas évident du tout. Il y a plein de situations où les handicaps, il y a plein de handicaps qui sont pas visibles non plus.
Après, le bureau des transports de la ville de Taipei, et du nouveau Taipei aussi, je crois, je ne sais pas les autres villes où il y a des transports en commun, fournissent un badge sur demande. Après, c'est pas tout le monde qui le veut. Un badge pour une femme enceinte, justement, en début de grossesse, si ça se voit pas et qu'elle a besoin d'être assise, si elle veut, ce badge, elle peut le demander. Et il y a des badges pour des handicaps un peu invisibles, mais les gens n'ont pas forcément envie d'afficher ce badge ou ce handicap. Et même quand ils l'affichent, c'est pareil, si les gens sont sur leur téléphone, ça n'a pas forcément l'effet... Tout à fait. L'effet voulu n'est pas garanti. Ouais. Et donc, l'année dernière, il y a eu plein d'idées comme ça de la population aussi qui ont été diffusées dans les médias. Donc, certaines personnes réclamaient l'abandon pur et simple de ces sièges et d'autres, en fait, préféraient plutôt que le nombre de catégories de bénéficiaires soit augmenté dans la loi. D'accord. Donc, il y a tous les points de vue, quoi. Ouais, il y a tous les points de vue. Puis il y avait d'autres aussi, je crois, qui préconisaient qu'il y ait plus de sièges Boaizo plutôt que 15%, en fait. D'accord. Alors, le ministre de la Santé à l'époque était entré dans l'arène et avait tenté d'apaiser le débat en affirmant que le système des Boaizo serait maintenu, mais qu'il y aurait peut-être une réforme. Parce que, comme vous le savez, cette année, Taïwan a acquis le statut de société super âgée. Ah oui. Donc, il y a vraiment de plus en plus de personnes âgées. Donc, ce problème va se poser de plus en plus. Ouais, soit une réforme, soit un pourcentage revu à la hausse, en effet. Si on veut que le pourcentage de sièges Boaizo ou sièges prioritaires soit correspondant à la population, c'est sûr qu'il y a besoin de plus que 15%. Alors justement, venons-en au nouvel épisode. Oui. Le yuan législatif s'est saisi de cette affaire d'une très haute importance. Et en commission, les députés ont adopté un projet d'amendement à la loi de protection des personnes en situation de handicap. Un amendement qui vise donc à modifier le nom des sièges de Boaizo en siège prioritaire. Yoshienso. Et ce changement permettrait d'élargir l'accès de ces sièges à toute personne ayant des besoins physiques ou mentaux. Donc en fait... C'est beaucoup plus large. Voilà, la modification qui a été faite, enfin qui va être mise en place, c'est plutôt d'élargir en fait les personnes qui peuvent avoir accès à ces sièges. Et ce qui est pas mal, c'est que ça pourra correspondre à la traduction en anglais qu'il y a dans le métro, où c'est déjà place prioritaire. Tout à fait. Alors, il y a des députés du Parti démocrate progressiste DPP qui ont salué ce changement, tout en estimant que modifier la loi n'est pas suffisant. Ils ont aussi demandé une modification de la signalisation et une campagne de communication pour encourager le public à mettre ces sièges à disposition des personnes qui en ont besoin. Et il y a notamment un député du DPP qui a fait remarquer que les pictogrammes pour ces sièges ne sont pas pareils dans le train à haute vitesse à Taïwan, dans le métro, dans le bus, etc. Donc il a demandé, et ça a été retenu par la commission législative, que les ministères concernés travaillent sur une harmonisation de tous ces pictogrammes pour que on se perde plus. Oui, dans le métro, il me semble qu'il y a quatre petits personnages qui sont dessinés, donc effectivement une femme enceinte, un adulte avec un enfant. Il y a un aveugle aussi avec un chien, je crois. Quelqu'un avec une canne. Ou une personne âgée avec une canne. Âgée. Je ne sais plus s'il y avait un chien. Et quelqu'un avec des béquilles, peut-être. J'ai l'impression qu'il est encore à part. Et puis, moi j'ai déjà pris le métro avec quelqu'un qui est aveugle et qui me disait mais moi mes jambes elles vont bien, j'ai pas besoin de m'asseoir. Oui. et c'est vrai que tous les handicaps ne nécessitent pas non plus en priorité une place assise. Et c'est dur de légiférer sur les besoins. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut noter aussi, c'est que cette nouvelle législation fait qu'un jeune qui a mal à la tête aura autant le droit qu'une personne âgée de 75 ans de s'asseoir sur ses sièges. Donc, en fait... personnellement, je parie sur un prochain épisode. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est pas terminé. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux que ces législations qui... Je trouve que ça vient un peu rendre rigide ce cadre d'application, alors que c'est dans le bien commun, dans le bon sens, dans le bon vivre, où ça devrait bien se passer
en bonne société, entre guillemets, quoi. En fait, ouais, dans le dialogue. Le problème, c'est qu'il y a peut-être de moins en moins de dialogue ou d'écoute des autres personnes. Aussi. Enfin, je sais pas, c'est difficile dans à dire. Dans l'attention qu'on porte aux autres, mais c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait, si on a le nez dans le portable ou dans nos idées ailleurs, on fait pas forcément attention aux besoins des autres, et le besoin de l'autre n'est pas forcément visible à premier œil non plus, quoi. Et puis si on est sur un siège à côté de siège prioritaire et qu'on voit deux personnes qui se disputent pour avoir une place, on peut aussi dire moi ça va, vous pouvez prendre cette place-là qui n'est pas un siège prioritaire. Tout à fait. C'est ça. Enfin voilà, c'est possible effectivement. Et ça rejoint, je pense, le point de vue de ceux qui disaient mais on annule les sièges prioritaires au sens où tout siège peut être cédé aux besoins et en fonction de la situation. Je pense qu'en pratique ça se fait déjà aussi. Dans la plupart des cas, c'est pour ça. Et je pense que le revers de vouloir légiférer pour protéger ceux qui ont besoin, c'est qu'encore une fois, ça rend le cadre tellement strict et rigide que de se dire, finalement, je ne vais pas laisser mon siège. Celui-là, il n'est pas prioritaire. Ou alors, oui, je suis sur un siège prioritaire, mais j'ai autant besoin que toi, donc c'est mon droit, quoi. Ou alors, il faut vraiment peut-être augmenter encore beaucoup le nombre de sièges prioritaires. Oui. Faire un système à points. Toi, quelle situation tu as? On va scanner un QR code et tout. Alors aujourd'hui, je me sens comment? Voilà. Ou un abonnement, une fidélisation des sièges. Avec une réduction à la clé. Où on peut aller sur une app pour réserver le siège à l'avance. Je vais prendre un tel bus, je voudrais tel siège. Voilà. Le meilleur des mondes, quoi. C'est ça. Voilà, mais encore une fois, c'est vrai que dans la plupart des cas, ça se passe bien. Il faut rassurer nos auditeurs. Oui, tout à fait. Non, mais c'était pour le fun, parce que c'est un feuilleton sympa quand même, pour On en parle à Taïwan. Oui. Mais bon, on aura quand même salivé jusqu'à la fin pour l'histoire de confiture. Donc, exactement. Moi, je la veux, cette confiture. Alors, cette confiture, c'est de la confiture d'un... Elle est autochtone à deux sens. Enfin, en élargissant c'est-à-dire ce sont des produits locaux. C'est un produit endémique à Taïwan et c'est fait par des communautés aborigènes. Voilà. Alors cette confiture, ça nous amène dans le comté de Miaoli et dans les parties un petit peu montagneuses de Nanchuang, où il y a le fameux Nanchuangcheng, le nom chinois de ce produit qui littéralement on pourrait traduire l'orange de Nanchuang, même si c'est pas tout à fait une orange. Ça fait partie en fait c'est un agrume endémique à ce lieu-là et qui appartient à l'espèce commune des citrons, des citrus pour le terme scientifique. L'orange commune, c'est Citrus sinensis, mais ça c'est encore différent. Donc cette variété qui est propre à Taïwan et à cette région même de Nanchuang qu'on ne trouve pas dans les autres régions de Taïwan, ce qu'on appelle parfois le Citrus taiwanica. Et Nanjuaninsus, non? Je sais pas, peut-être. On devrait. Et cet agrume, il est important, j'insistais sur ce nom-là, parce qu'il est en voie de disparition. Ah oui? Il a même été classé comme une variété d'agrumes en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et on a trouvé des pans de montagne de Miaoli avec des villages aborigènes qui exploitent ce fruit. Donc il est en voie d'extinction, oui, dans la nature, mais toujours cultivé en fait, au point que c'est un fruit qui joue un rôle central dans certains villages du comté de Miaoli, et c'est les aborigènes des Saisiat qui s'occupent de ce fruit. Pourquoi je dis ils s'occupent de ce fruit? Parce qu'ils font pas que des confitures avec. Ils font c'est présent dans pas mal d'alimentations, mais aussi il a un rôle rituel dans certaines cérémonies rituelles des autochtones Saisiat. Et du coup, depuis 2022, l'Agence de protection de la nature internationale coopère avec le Bureau de protection forestière de Miaoli pour justement essayer de cultiver en quantité suffisante ce fruit pour les besoins des aborigènes Saisiat de la région, et en même temps pour essayer de faire une bonne pub de ce fruit-là et le sauver en fait, parce que généralement si on en parle, on va y prêter plus attention, il y a cette sensibilisation, on va trouver peut-être même des moyens de mieux le développer et le conserver, et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce fameux Citrus, comment tu disais déjà? Taiwanensis Nanjuangus. Voilà. Non, je rigole. Donc cette orange de Nanchuang
au point qu'on en fait des confitures. Et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'elles viennent d'être primées. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il y a eu des recherches, même des laboratoires scientifiques qui ont fait des tests pour essayer de conserver ce fruit avec l'Université nationale Chongqing, qui ont travaillé sur cette espèce, l'isoler, voir si on peut la cultiver bien. Et surtout, comment bien prendre soin des arbres citrus, j'ai encore oublié le nom, Taiwanica. Voilà, et du coup, il y a même 100 jeunes plants qui ont pu être développés par l'université Chongqing en coopération avec un village Saisiat, et les 100 jeunes plants viennent d'être ajoutés dans le pan de montagne cultivable et cultivé de ce Citrus taiwanica. Alors, la confiture à quel goût? Confiture d'agrumes qui a quand même gagné la médaille de bronze auquel, alors ça s'appelle comment? Voilà, la compétition mondiale de confiture et de marmelade d'Allemagne. Mondial quand même. Oui, bah, c'est une coupe du monde de la marmelade, non, de la confiture en français. Ouais. Quelle est la différence entre la confiture et la marmelade? Ah bah, c'est une bonne question. Je pense que ça vient peut-être pour tout ce qui est agrumes. J'ai l'impression que depuis que j'étais petit, on parlait de marmelade, d'orange, etc. Et de confiture pour les autres fruits. Mais c'est peut-être régional. Est-ce que c'est aussi lié à la traduction de marmelade et confiture? Ou alors régional, parce que par exemple en Allemagne, à la confiture, ça se dit marmelade. Voilà. Je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Bonne question. Bonne question. On va poser une question aux auditeurs. Eh bien, si jamais vous avez une réponse, n'hésitez pas à nous en faire part. Oui. Voilà. Et en tout cas, cette confiture, elle est labellisée d'un producteur alimentaire qui a été fondé avec cette association de la protection forestière des Saisiat, la Miaoli, qui s'appelle la Keia Jam. Jam comme confiture. Et voilà, donc la société Keia produit cette marmelade ou cette confiture d'agrumes aux méthodes traditionnelles des aborigènes et rajoute des ingrédients tels que du miel, du thé pour la parfumer et pour en produire plusieurs goûts, en fait plusieurs saveurs locales, donc des Saisiat, mais aussi taïwanaises en général. Et c'est ce qui a plu sur la compétition qui vient d'avoir lieu à Londres. D'accord, ça doit être bon avec du thé, de la confiture au thé. Oui, alors il y a même un restaurant qui, bien sûr, commence à réserver ces confitures-là, et pour en faire une sauce sucrée épicée qui mélange cette confiture avec une sauce un peu aigre pimentée. Et c'est servi avec des carottes et des haricots rôtis dans un plat concocté par le chef taïwanais Xu Chaolin, qui apparemment lui aussi gagné des prix dans d'autres compétitions, parce que là, c'était pas la Coupe du Monde de confiture. Alors, j'ai oublié de dire, cette confiture taïwanaise, elle a plusieurs saveurs, comme je disais au début, et elle a gagné donc le bronze cette année, mais depuis 3 années de suite, elle a remporté 3 médailles d'or, 8 d'argent et 8 de bronze dans les différentes compétitions internationales. Wow. Donc que ce soit la Coupe du Monde de confiture ou d'autres compétitions, elle est plutôt bien appréciée. Et est-ce qu'on sait c'est quelles saveurs en particulier qui ont gagné ces médailles, ou c'est plusieurs saveurs différentes? Cette année, c'est celle au miel et au thé, justement. C'est miel et au thé. Bon, petit reportage à Nan Chuang, non? Il faudra y aller, un reportage culinaire, oui. En tout cas, en attendant ce reportage, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de programme, parce qu'on arrive à la fin d'On en salive et on en parle à Taïwan. Et bon appétit, si c'est l'heure d'aller manger pour vous. Bye bye. Au revoir.